Bonjour pour ceux qui nous suivent depuis le début de la journée. Bonjour particulier pour ceux qui nous suivent aussi depuis 3 jours désormais dans le cadre de ces grands dossiers de la protection sociale. Notre dernière session du jour, notre 10e session, va porter sur le service public territorial de l'autonomie, un projet qui se concrétise, dont nous allons discuter des attendus, du contenu et de la mise en œuvre opérationnelle actuellement en voie de développement. Pour évoquer ce thème, 3 personnalités. Pour la première fois à la télévision EN3S, le directeur de l'EN3S et également président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, Dominique Libaud. À sa gauche, Virginie Magnan, qui dirige la 5e branche de notre belle sécurité sociale, donc qui est la directrice générale de la CNSA, et puis Sylvie Lenné, qui est directrice de l'association RT2S 77, le 77 étant là pour Seine-et-Marne, et qui est également là au titre du dispositif d'appui à la coordination DAC Sud 77. Et pour donner une idée, pour ceux qui ne savent pas où est la Seine-et-Marne, c'est près de Fontainebleau. Alors, nous avons 1 heure ensemble sur ce beau dossier du service public territorial de l'autonomie. Certains, parmi tous ceux qui nous suivent, sont au courant, sont à la manœuvre. D'autres voient un peu de quoi il s'agit. D'autres encore découvrent. L'idée, pendant cette heure, c'est de faire le point sur les attendus, les avancées et les perspectives concrètes pour les gens et les perspectives aussi pour les organisations sur les territoires pour que ce SPTA, puisque le sigle existe ne serait-ce que dans le titre de la slide que j'ai en face des yeux, soit utile. Et pour débuter, je propose qu'on fasse une sorte de tour de table. Normalement, quand on fait des réunions, on fait des tours de table pour que chacun dise, non pas l'essentiel de son CV, mais sa place dans ce dossier. Et je vais commencer par Dominique Libaud, principalement parce que c'est mon chef. Merci Julien. Alors sur ce dossier, il se trouve que je travaille depuis longtemps sur le sujet des personnes âgées. J'avais lancé une expérimentation parcours personnes âgées, pas RPA, au début des années 2010. J'ai conçu un rapport grand âge, autonomie, et suite à ça, les ministres de l'époque m'ont demandé une réflexion sur l'usager et le service public, l'usager personnes âgées mais personnes handicapées sur les services publics qui l'entourent, et notamment avec la vision, on y reviendra, de diminuer la complexité, de faciliter le parcours justement de la personne. Et j'ai remis un rapport qui sur le service public territorial de l'autonomie. Il se trouve que les pouvoirs publics ont décidé de mettre en œuvre ces orientations. On y reviendra, mais il y a une loi en cours au Parlement sur ce sujet. Virginie parlera des préfigurations que la CNSA va piloter. Et moi, je suis président, je pilote un comité d'orientation et de suivi de la mise en œuvre du service public, alors territorial ou départemental, puisque la loi que je viens d'évoquer a choisi le nom pour l'instant de service public départemental de l'autonomie. Donc voilà, il y a une hésitation encore sur la terminologie. Virginie Magnan. Bonjour à tous. Julien, vous m'avez présenté en expliquant que je dirigeais la dernière année des branches de sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui ne représente pas la branche à elle toute seule, mais a vocation à gérer cette branche. Parmi les très nombreuses spécificités de cette dernière année, il y a notamment celle de n'être pas appuyé sur un réseau de caisses locales au sens strict, mais de décliner son action à travers un certain nombre d'acteurs, les agences régionales de santé au premier chef, les conseils départementaux et également les maisons départementales des personnes handicapées ou les maisons départementales de l'autonomie selon les configurations, qui constituent en quelque sorte, vu de la fenêtre de la CNSA, un guichet pour les personnes en situation de handicap, de plus en plus au travers des MDA et des équipes APA des conseils départementaux, une ébauche de guichets pour les personnes âgées. Au moment où s'est structurée cette branche, création 1er janvier 2021, première COG signée avec l'État
Au printemps 22, eh bien, la création de la branche, le fait que la responsabilité de sa gestion soit confiée à la CNSA était absolument concomitante à la remise du rapport de Dominique Libault sur ce service public territorial de l'autonomie. Et donc, pour la branche, les préconisations du rapport et des travaux coordonnés par Dominique étaient déterminants, puisque au moment où cette branche s'installait, au moment où à la création de la branche était attaché un certain nombre de promesses et d'objectifs, des objectifs gouvernementaux qui étaient mis en avant au moment de la création de la branche, c'était notamment l'équité territoriale, l'équité de traitement des personnes, les promesses attendues des parties prenantes associées au Conseil de la CNSA, c'était des parcours simplifiés, améliorés, lutter contre les parcours du combattant. Donc pour la CNSA, s'engager à la structuration de ce service territorial ou départemental de l'autonomie figure parmi les objectifs de sa feuille de route. À l'époque, les pouvoirs publics n'avaient pas encore pris la décision de mettre en œuvre les préconisations du rapport Libault. Donc notre COJ comportait simplement, j'allais dire, l'engagement de concourir à la structuration de ce service territorial. Et puis, depuis la décision des pouvoirs publics, c'est tout naturellement que la Caisse nationale est embarquée dans le déploiement d'un service qui a vocation, je le redis, d'abord et avant tout à simplifier les parcours des personnes et à garantir l'équité dans l'accès aux droits, aussi bien pour les personnes âgées. Dominique Libault a rappelé l'histoire et son intervention initiale en soutien des parcours des personnes âgées, mais évidemment depuis la fenêtre de la CNSA et une branche qui a une vocation transversale d'adresser en même temps les parcours des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants. Nous sommes à quelques jours de la journée nationale des aidants. Eh bien, ce service, il a cette vocation transversale de simplifier la vie et les parcours et de garantir une qualité de service homogène aux PA, aux PH et à leurs aidants. Sylvie Lenné, alors vous avez deux casquettes, ce sont plein de casquettes, ceux qui sont en face de vous, une casquette nationale, une casquette locale. Effectivement, bonsoir à tous. Alors j'ai je veux dire, ma place dans ce dossier, elle est à deux niveaux. Elle est à un niveau local, où pour le coup, je dirige un dispositif d'appui à la coordination, donc dans le sud de Seine-et-Marne. Juste pour rappel et pour resituer pour ceux qui nous écoutent, les dispositifs d'appui à la coordination ont vu le jour en 2020 et ils sont issus, pour ceux qui nous connaissaient d'avant, de la fusion en fait de différents dispositifs. Donc on était déjà dans une démarche de simplification des dispositifs que pouvaient être les réseaux de santé, Maya, les CTA, en fait sur les territoires, de manière à simplifier déjà, d'être un premier niveau de simplification, notamment pour les professionnels. Et par définition, dès l'instant où c'est les professionnels, c'est également les usagers. Donc j'ai un premier niveau d'intervention qui est local, où déjà nous commençons dans le sud, enfin dans la Seine-et-Marne, à réfléchir collectivement à la construction de ce futur service. Ça peut pas être seul, il faut vraiment le faire avec l'ensemble des acteurs. On doit contribuer, le DAC va contribuer, pour le coup, on n'est pas seul et donc on va contribuer à ce service public territorial de l'autonomie. On s'aperçoit qu'on est tout parcours, tout âge, toute pathologie, donc on a un champ plus large que le SPDA, mais malgré tout, on a quand même un cœur de prise en charge qui est bien, ce que disait Madame Magnan, sur cette prise en charge personnes âgées, personnes en situation de handicap. On contribue déjà, on en reparlera, mais sur des missions qui ont été identifiées au niveau du SPDA. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est ma première casquette et c'est, je veux dire, mon premier niveau d'intervention. Deuxième niveau d'intervention, je fais partie du bureau de la FACS nationale, qui est la fédération qui regroupe l'ensemble des dispositifs d'appui, où on s'est structuré en fédération régionale et on a déjà entamé avec la CNSA, pour le coup, des travaux de réflexion. On essaye de contribuer aussi de manière nationale à diffuser et à répondre aux questions des acteurs. Et on va contribuer, participer à la comitologie du SPDA, mais également au groupe de travail qui est en train de s'initier et qui vont démarrer. Très bien, merci beaucoup. Alors une première question se pose, c'est en quoi est-il nécessaire de structurer un service public territorialo-départemental ou départementalo-territorial de l'autonomie? Donc, pourquoi aller vers un tel service public? Alors je me tourne vers le concepteur, si j'ose dire, Dominique Libault. On l'a tous déjà un peu évoqué, mais
on ne peut pas échanger avec des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des aidants sans que revienne de façon très forte la question de la complexité du parcours, voilà, quand on entre dans cette perte d'autonomie. Même des personnes initiées, souvent d'ailleurs certains d'entre nous, certains qui nous écoutent, qui ont vécu ça pour leurs proches, parce que c'est cette situation d'aider des proches dans ces situations, ça touche tout le monde. Eh bien, voilà, on a tous constaté, on croit être initié, on croit savoir, et en fait c'est complexe, c'est très complexe. Alors pourquoi Virginie disait, il y a la journée des aidants demain. C'était vendredi. Voilà. Bon, journée des aidants, il y a un baromètre des aidants chaque année et le baromètre des aidants nous dit la première demande, c'est simplifiez-nous les choses, coordonnez-vous davantage tout ça. Pourquoi? Parce que on a beaucoup, quand on est dans cette situation, il y a beaucoup d'intervenants possibles et d'intervenants qu'on va casser un peu de façon simple de deux domaines. Le domaine santé, disons, tous ceux qui vont intervenir plutôt sur le sujet de santé, et ça peut être la médecine de ville, les infirmiers, les masseurs kinés, l'hôpital, le médico-social, l'EHPAD, etc. Et puis tout le spectre social, l'intervention sociale et donc avec les travailleurs sociaux, avec le portage de repas, avec l'aménagement d'habitat, bon. Et c'est tous ces éléments qui sont très importants pour le parcours de la personne parce que, et c'est aussi une des raisons d'être de cette branche autonomie de la sécurité sociale, c'est que ce qu'on attend pour ces personnes, c'est pas simplement leur donner une prestation à un moment donné, c'est les autoriser à vivre leur vie, à continuer à vivre leur vie dans leur citoyenneté avec les autres. C'est ça l'ambition fondamentale de cette 5e branche. Et donc ça, si on n'arrive pas à travailler de façon coordonnée entre tous les acteurs pour, avec cette seule finalité d'aider au parcours, eh ben, on croit faire un bon travail, on ne le fait pas vraiment. On sert une prestation, mais on va dire allez voir au guichet d'à côté. Bon, et ça ne marche pas. Il y a plusieurs étapes dans le parcours de la personne et elles ne sont pas linéaires. Il y a des étapes d'information, d'accueil, d'orientation. Il y a des étapes de gestion des droits. Il y a des étapes où il faut mettre en place des services après ces droits. Il y a une étape qui malheureusement est un peu négligée dans notre pays, qui est la prévention. Qui est, bon, voilà. Donc il y a un certain nombre d'éléments et ces éléments aujourd'hui ne sont pas suffisamment articulés entre eux. Ne sont pas articulés. Et ça, c'est un constat, je crois, partagé. Et en fait, des territoires, évidemment, ou des expérimentations ont essayé de répondre à ces questions, dont, par exemple, effectivement, les dispositifs d'appui à la coordination, c'est un des éléments, et territoire travail. Et en fait, la réflexion sur la SPTA est venue d'une réflexion conjointe avec les uns et les autres, en disant, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est encore hétérogène, c'est divers, hein, il y a une vraie inéquité sur les territoires. Il peut y avoir sur certains territoires aussi des sujets d'assurer dans la durée la vie de ces dispositifs qui quelquefois vivent parce que des gens s'entendent bien, ont des bonnes idées au niveau du département de l'ARS. Ah oui, on accepte de travailler ensemble, mais tout d'un coup, pof, il y a un changement et ça s'arrête. C'est du vécu. C'est du vécu. Et donc, comment on met en place sur l'ensemble des territoires les conditions de ce travail ensemble, de ce décloisonnement au service du parcours de la personne âgée et en situation de handicap. Voilà, c'est ça la seule ambition, mais elle n'est pas complètement négligeable, du service public territorial ou départemental de l'autonomie. Alors j'ai noté plusieurs verbes, hein, qui vont tous dans le même sens. Faciliter, articuler, fluidifier, simplifier, coordonner, décloisonner. Est-ce que Virginie veut ajouter un verbe? La question générale, c'est pourquoi fait-on ce service public de la petite enfance? En quoi c'est nécessaire? Pardon, mais je dors, moi, excusez-moi. Non, c'est pas ça, parce que je me disais qu'on pouvait changer le nom de service public territorial de l'autonomie en SPPA, ce qui est service public du parcours d'autonomie. Oui, c'était pour vous, voilà. Alors... je crois que les verbes sont quand même tous à peu près là. Il s'agit moins d'en ajouter que de reformuler. Je dirais désiloter.
Oui. Désiloter le parcours du combattant, il est lié au fait que chacun est dans son couloir de nage avec ses dispositifs, ses financements spécifiques et que voilà, baisser le petit corridor, aller chez le copain, c'est compliqué. Apprécier la personne dans cette logique globale pour Dominique le disait très bien, lui permettre de vivre au milieu des autres. C'est une ambition hyper simple, mais ça implique de mettre parfois beaucoup de choses autour. C'est du désilotage. Et je pourrais dire aussi, dans une forme de reformulation, intégrer ou travailler l'intégration, c'est-à-dire, c'est une autre manière de reformuler, c'est-à-dire arrêter d'empiler. Ça, c'est une énorme demande des acteurs territoriaux, parce que beaucoup de choses a été testées, c'est rajouté au fil du temps. Et moi, ce qui me frappe lorsque je vais, comme Dominique, à la rencontre des acteurs territoriaux, singulièrement à cette période de l'année, la CNSA organise des journées interdépartementales de l'autonomie qui nous permettent de travailler en proximité avec les agences régionales de santé et les conseils départementaux d'un même bassin régional sur nos enjeux communs. Voilà, on a des acteurs qui, effectivement, parfois présentent des formes d'épuisement dans tester des nouvelles solutions, voir arriver des nouveaux dispositifs, aspirent à construire des solutions pérennes qui dépassent effectivement des simples interactions humaines et permettent de trouver les formes d'une coopération, d'une intégration de leurs travaux plus fluide dans la durée. Sylvie Lenné, alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter aux raisons et aux nécessités de ce service public? Et puis ensuite, on abordera une autre question, c'est que concrètement, qu'est-ce que ça peut changer dans la vie des gens? Donc d'abord sur les raisons d'aller vers ce service public territorial ou départemental de l'autonomie. Alors déjà, on passe d'une logique, et on se l'est dit, d'une logique très volontariste des territoires, M. Libault l'a rappelé, à un droit qui va être inscrit. Enfin, pour le coup, un service qui est inscrit dans un texte de loi et pour le coup, un droit qui est en train de se créer. Et ça, c'est quand même important, c'est quand même une autre logique. Moi, j'aurais envie de rajouter un verbe, je ne suis pas sûre qu'il était cité, c'est le verbe garantir. On l'a peut-être oublié, mais je pense qu'il est important. Je le note dans ma liste. Oui, je pense que vous êtes en train de faire une liste, elle est importante, mais garantir l'accès, mais j'irai au-delà, parce qu'on essaye de le faire, c'est garantir aussi la mise en œuvre des droits. C'est-à-dire aujourd'hui, on est beaucoup dans j'ouvre des droits, j'ouvre des prestations. On s'aperçoit, on le voit très bien dans notre observatoire des ruptures de parcours qu'on est en train et qu'on continue à mettre en place en ce moment, qu'il y a des personnes qui ont des droits ouverts, qui ne sont pas mis en œuvre. Donc il faut, ce verbe garantir me semble important, il doit être vraiment une culture commune. Je ne sais pas encore comment on y arrivera sur les territoires, mais en tout cas c'est un axe, à mon avis, qu'il ne faut pas qu'on oublie, le fait de garantir. Et puis, il y a une attente, on va en parler des usagers, mais en fait, on pourrait se dire que c'est que les usagers, c'est que les Français qui utilisent, mais en fait, il y a aussi une attente des professionnels. En fait, il faut s'imaginer que les professionnels eux-mêmes, et j'en reparlerai, ont du mal à s'y retrouver dans tous ces dispositifs de qui fait quoi, et dans cet empilement de dispositifs avec parfois des missions qui sont communes à certains dispositifs. Donc, en fait, finalement, c'est une attente de tous. Je peux rebondir. On va demander. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'elle reprenne la parole? La réponse est oui. Allez. Non, mais c'est un sujet important et pas si simple quand on explique le SPTA. C'est la relation entre l'usager et les professionnels. Et je remercie Sylvie Lenné de l'avoir évoqué parce que. Est-ce que c'est un service public pour les professionnels ou pour les usagers? Les deux, mon capitaine a répondu. C'est vrai que c'est présenté, j'assume. Enfin, c'était aussi la commande que j'avais reçue à l'époque. C'est vraiment présenté vers l'usager. Mais ça ne peut être réalisé que si les professionnels aussi sont dans la boucle et eux-mêmes bénéficient de ce décloisonnement. Donc, il y a une interaction très forte à créer entre la partie usagée et la partie professionnelle. Et c'est un des sujets complexes, d'ailleurs, pas si simple que ça, parce que selon les territoires, on voit que voilà, c'est pas tout à fait les mêmes organisations. Quelquefois, il y a la partie, parce que les dispositifs d'appui de la coordination dont on a parlé, ils sont avant tout
disons avant tout, pensée professionnelle. Disons, alors, ils ont été conçus pour ça. Ils ont été comme ça, avec une possibilité dans la loi de dire, mais vous pouvez, mais c'était optionnel et c'est pas partout sur les territoires. Donc, on a voilà, des organisations qui peuvent être un peu séparées, alors que je crois que en tout cas, tous ceux qui travaillent sur ce sujet voient bien que oui, il y a un lien très fort à faire, et notamment sur la partie que j'ai appelée solution concrète, c'est-à-dire une fois que tu as des droits, voilà, j'ai théoriquement des droits, comment ça se met en place? C'est quoi les services? Comment ça va se réaliser? Et comment ça va être réalisé dans la durée? Avec aussi, Sylvie Henné, je parlais de garantie, c'est le continuum, la continuité, quoi. La continuité, eh bien ça veut dire effectivement, y compris continuité face aux événements qui peuvent affecter la personne ou l'aidant. Donc, comment on est là, on est dans l'accompagnement. Eh bien ça peut pas être fait sans les professionnels et sans des formes de coordination, et ça c'est très important. Donc, même si c'est pas la finalité première donc évoquée, on est obligé de penser effectivement très fortement aux professionnels, et heureusement, enfin voilà, parce que c'est aussi fait pour eux et avec des outils qu'on doit penser pour eux. Virginie Magnan, vous vouliez ajouter un mot ou un verbe? Non, je voulais remercier Sylvie Henné d'avoir évoqué garantir. C'est effectivement fondamental, et je parle sous la houlette de Dominique Libaud qui ne sait plus, elle soulignait à de nombreuses reprises au moment de la création de cette 5e branche le fait de faire rentrer le soutien à l'autonomie dans le champ de la sécurité sociale vise précisément à garantir aux personnes le soutien de la solidarité nationale. On n'est plus dans le champ de l'action sociale, une action subsidiaire, le dernier filet de sécurité, on va dire. On est sur la garantie d'un droit à vivre le plus possible une vie autonome malgré des déficiences. Et donc ce service, en proximité, il concourt à cette garantie. Et je le redis, c'est donc particulièrement heureux et d'une certaine manière logique que sa consolidation, que sa structuration, sa confortation soit concomitante de la création de la 5e branche. Alors je propose qu'on passe à un deuxième temps de notre discussion qui porte sur concrètement qu'est-ce que tout ceci peut changer dans la vie des gens. Et les gens, là, il y a deux familles de gens, il y a les professionnels, il y a les usagers. Sylvie? Alors, pour répondre à cette question, juste pour vous donner une idée sur un dispositif d'appui à la coordination, quand on accueille mais c'est pareil pour un CLIC ou pour un autre dispositif, quand vous accueillez en fait un nouveau personnel, il met 6 mois à comprendre l'écosystème. 6 mois, c'est long, mais on l'a évalué, c'est à peu près 6 mois. Pour comprendre qui fait quoi, qui agit, dans quel cas, le référentiel de mission de l'un, le référentiel de mission de l'autre, c'est extrêmement long. Imaginez l'usager. Aujourd'hui, l'usager, il parle de parcours du combattant, mais je pense que c'est réellement ça en fait. Pour comprendre qui fait quoi sur un territoire, comment j'enclenche, comment je ne suis pas balancé d'un dispositif à un autre, puis rebalancé, parce qu'évidemment le dispositif premier va vous redonner l'adresse du suivant. En fait, concrètement pour les gens, c'est là où le virage ne doit pas se louper. Il faut arriver vraiment à ce qu'ils aient un guichet. Alors ce mot guichet a été employé très souvent et sûrement galvaudé, mais un guichet accessible. Et quand je dis accessible, je le mets avec un grand A, parce qu'en fait, il y a vraiment une notion d'accessibilité et de proximité qui doit être travaillée sur les territoires. On ne peut pas avoir un guichet central par département, ça n'aurait pas de sens. Donc il va falloir travailler sur ces guichets accessibles où l'usager va pouvoir exprimer sa demande. Et j'ai envie de dire, il va falloir aller au-delà de cette expression, il va falloir travailler sur la demande exprimée et la demande non exprimée. Je prends un exemple très concret. Vous avez un aidant qui arrive et qui demande un dossier APA. On peut lui dire, je vous donne un dossier APA et puis débrouillez-vous. En fait, il faut aller beaucoup plus loin. S'il y a un dossier APA, c'est qu'il y a forcément, il faut tirer en fait les fils de cette situation et l'aider, parce que lui, il va pas forcément exprimer en fait sa demande. Donc il faut aller beaucoup plus loin dans l'accueil de l'usager. Enfin ça, moi j'en suis intimement convaincue. Il faut prendre en compte sa demande et ce guichet doit pouvoir organiser la réponse, enclencher la réponse de manière coordonnée et à un moment donné, l'usager ne doit plus être dans l'organisation du back-office des professionnels, ce qui est actuellement, c'est-à-dire qu'en fait, il passe son temps à organiser des professionnels, mais il faut créer ce back-office pour l'usager pour que finalement, l'usager
est un interlocuteur qui lui donne une réponse et qui organise la réponse jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout en garantissant finalement l'effectivité de la réponse. Ça me semble vraiment le changement hyper important que doit offrir ce SPDA à l'usager. Il faut donc qu'on passe vraiment et qu'on travaille sur les territoires pour ce faire, qu'on arrive à enlever cette logique qu'on a de réponse par structure très silotée à une logique, ce que disait M. Libaud, parcours de vie. En fait, qui arrive à avoir une réponse très décloisonnée, sanitaire, alors qu'on a un peu travaillé dans les DAC, mais il n'y a pas que les DAC, il va falloir vraiment élargir cette logique de réponse à l'usager pour qu'il y ait une réponse à la fois sanitaire, médico-sociale et sociale. Et que cette réponse soit graduée. Parfois, il y a très peu besoin d'accompagnement parce qu'il y a beaucoup d'aidants, parce que très structuré, parfois on est sur des personnes très isolées. Donc il va falloir aussi construire ces réponses graduées qui vont parfois d'une simple réponse à une question jusqu'à un aller vers qui va vers l'accompagnement très intensif de certaines situations. Donc ça, il faudra aussi construire ça sur les territoires. Et l'usager, concrètement, il doit sentir qu'il y a une coordination entre les acteurs. C'est-à-dire que c'est plus lui qui le fait. C'est vraiment le paradigme, c'est vraiment ça qui va changer. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement alors à la vie des gens? Vous mettez en avant le fait qu'on ne s'organise plus entre organisations pour savoir comment on est les mieux coordonnés. On met vraiment l'usager au cœur et c'est pas à lui de supporter la complexité de notre système. Mais concrètement, quels sont les attendus? C'est de la rapidité, de la productivité, de l'efficacité. Ajoutons aussi ce terme qui n'est pas exactement dans le même champ lexical, mais de l'humanité. Eh bien, sur les attendus, évidemment, j'en avais évoqué certains dans mon rapport, mais pour autant, je n'ai pas souhaité les définir de façon extrêmement précise. Pourquoi? Parce que j'ai assez rapidement évoqué l'idée qu'il fallait des groupes de travail qui déterminent un cahier des charges donc commun à l'ensemble des territoires, donc des attendus justement du service, quel est le service attendu des personnes. Et dans la loi, il y a l'idée de ce cahier des charges effectivement national sur le service attendu. Service attendu sur les quatre items. Tout ce qui est information, accueil, orientation, on voit qu'on est un peu sur les sujets guichet unique, simplicité, évidemment. Tout ce qui est gestion des droits, révision des droits, accès aux droits. Enfin, on sait que le non-accès aux droits, donc c'est une question importante. Donc, comment on fait? Tout ce qui est ensuite ce que j'appelle solution concrète, c'est l'effectivité. Je suis reconnu pour les personnes en situation de handicap avec donc des droits. Je suis reconnu du côté des personnes âgées. Comment les choses se mettent en place et encore une fois sont effectives dans la durée. Et puis aussi donc le sujet prévention. Donc quel cahier des charges, qu'est-ce qu'on attend de la prévention très concrètement sur les territoires. Et donc moi, ces groupes de travail cahier des charges, ils vont être mis en place sous l'égide de la CNSA, donc très prochainement. Alors il y a un premier cahier des charges du reste qui est en cours d'élaboration parce qu'il faut qu'il serve de pilote au territoire préfigurateur dont on va certainement parler. Donc voilà, il va y avoir quelque chose d'interactif entre les préfigurations et ce cahier des charges, mais voilà, je pense que ça ne doit pas être défini d'en haut, mais on doit effectivement, par une réflexion collective, arriver à préciser effectivement les attendus. Mais voilà, on va retrouver évidemment ces items de coordination, de ne pas laisser la personne toute seule, de rapidité quand il y a besoin. Enfin bon, voilà, mais jusqu'où va-t-on aller dans ce cahier des charges nationales? Là, c'est justement parce qu'on voit bien que le sujet un petit peu complexe, ça va être qu'est-ce qui est commun, et puis malgré tout, qu'est-ce qu'on laisse à la main des territoires sur ces sujets. Voilà, c'est ça qu'il va falloir bien définir. Avant qu'on parle des territoires préfigurateurs, puisque habilement vous citiez ce sujet, qui viennent d'être désignés, il y a pas mal de questions sur quelles sont les institutions qui sont investies dans ce service public. Et même des questions plus précises encore, c'est quelle place pour les CPTS et quelle place pour les CCAS. Alors, je tourne peut-être vers Virginie pour cela. Quelles sont les institutions qui vont mettre en œuvre ce service public territorial de l'autonomie? Et pour répondre quand même à nos interlocuteurs, quelle place pour les CPTS et les services communaux que sont les CCAS?
Alors, le défi du service public territorial de l'autonomie, ce sera d'embarquer un très grand nombre d'acteurs, puisqu'on a évoqué la complexité et la diversité des dispositifs. Il faut que tous ceux qui pilotent, qui mettent en œuvre beaucoup de réponses, puissent être embarqués d'une manière ou d'une autre dans le service public territorial. Les différents acteurs institutionnels qui ont vocation à être intégrés dans ce service public, ils viennent de commencer d'être définis et listés par une disposition de la proposition de loi Bien vieillir, qui est qui va être discutée prochainement dans un nouveau temps de discussion à l'Assemblée nationale et qui permettra, nous l'espérons, de clore cette première lecture et de passer le bébé au Sénat. C'est un service dont le binôme central, on va dire, est constitué par le conseil départemental et l'agence régionale de santé, mais qui va embarquer de très nombreux professionnels qui interviennent aujourd'hui sur les 4 blocs de mission qu'a rappelé Dominique Libaud. Et donc, sur l'information, l'accueil, l'orientation, on trouve les CCAS qui sont dispensateurs, on va dire, de beaucoup de services d'information, ou dans le champ de l'âge, les CLIC, qui ont eux-mêmes des noms, des ramifications et des organisations absolument différentes d'un territoire à l'autre. On va trouver évidemment, pour les personnes en situation, les MDPH qui organisent et intègrent d'ores et déjà la réponse à un grand nombre d'émissions qu'a évoqué Dominique Libaud pour les personnes en situation de handicap. On va trouver les dispositifs d'appui à la coordination en tant qu'ils participent en particulier de la mission de coordination, d'articulation avec le droit commun et d'accompagnement vers l'effectivité de la réponse. Effectivement, on devrait trouver, pas très loin, les professionnels de santé, les CPTS, qui sont un mixte entre guillemets entre des usagers et des effecteurs, en tout cas qui sont beaucoup, d'une certaine manière, qui participent de l'accueil de premier niveau, qui participent du repérage, de la détection et qui peuvent être des très bons adresseurs des personnes vers ce service public départemental de l'autonomie. Voilà, on va trouver des caisses locales, des services qui interviennent dans l'aménagement du logement, etc. etc. Un petit mot peut-être sur la sécurité sociale, hein, parce qu'elle fait partie aussi, parce que la question fort légitimement revient régulièrement. Les caisses de sécurité sociale, évidemment, ont tout à fait vocation à être partie prenante du SPDA. La CNAV est membre du comité d'orientation et de suivi, d'ailleurs tout à fait active. Hein. Et oui, bien sûr, la sécurité sociale par les prestations et la branche famille aussi, hein, puisque vis-à-vis d'enfants handicapés. Donc bien sûr, ils sont gestionnaires de droits pour l'ensemble de ces personnes et donc ils sont partie prenante, encore une fois, avec aucune remise en cause, hein, je tiens à le dire, des attributions des uns des autres, donc bien sûr chacun, mais comment on travaille ensemble, effectivement, au service du parcours de l'usager. Alors, je me tourne vers un département, donc la Seine-et-Marne, au plus grand hasard. Et comment ça se passe alors en Seine-et-Marne d'arriver de chercher à mobiliser toutes ces différentes instances? Alors, c'est du quotidien. C'est du quotidien. Alors, ça passe par la volonté des acteurs. On est soutenu par le conseil départemental et l'ARS hein, sur nos organisations. Mais on part quand même beaucoup sur à la fois le besoin des professionnels, parce que je pense que c'est important de comprendre, hein, ne serait-ce que le professionnel de santé, pour le DAC, c'est essentiel de comprendre quand il nous interpelle son besoin et pourquoi il nous interpelle, sur quoi il nous interpelle. Ça passe également par l'écoute, enfin un DAC effectivement c'est sur le professionnel de santé qu'il intervient, mais il va au domicile des personnes et donc il va forcément écouter en fait les attentes des personnes. Donc c'est un mixte des deux qui nous permet de retravailler, je dirais pas quotidiennement, mais en tout cas très régulièrement nos articulations. J'ai envie de dire les CPTS, on prenait l'exemple, sont émergentes en Seine-et-Marne. Il y a des CPTS plus mûrs que d'autres. En tout cas, si je prends l'exemple de ma CPTS qui est la plus proche et qui
est la plus mûre sur mon territoire, on est en lien constant parce que nous ne pouvons plus résoudre en silo en fait ces situations. Il faut bien que j'arrive à la fois à trouver une réponse sur le parcours de soins, sur le parcours médico-social. Donc je vais m'appuyer sur toutes les organisations médico-sociales que peuvent être les CLIC, mais qui sont devenus des pôles autonomie territoriaux en Seine-et-Marne, parce qu'autrement ça complexifie pas assez le système. C'est ça la vraie vie. Et pour le coup, on va s'appuyer aussi sur les services du conseil départemental du 77 que sont pour le coup les équipes APA. Et toutes ces organisations, en fait, pour le coup, vont essayer de construire une réponse. Mais elle est encore, et pourtant le 77, on a quand même un terreau de coordination, on est encore en train de réfléchir à améliorer cette réponse. Alors, merci. Et puis vous avez des départements donc préfigurateurs, des territoires préfigurateurs qui viennent d'être désignés. Ah, je crois qu'ils viennent d'être désignés. Moi. Ou alors vous avez un scoop. Moi, j'ai un scoop. Ils ont été désignés il y a 10 secondes. Bon, plus sérieusement, ils sont envisagés. Et qu'est-ce qu'on peut attendre donc d'expérimentation, d'expérience avec ces territoires préfigurateurs? Et là, je me tourne vers Virginie. Alors, première rectification, non, les territoires expérimentateurs ne sont pas désignés puisque l'appel à manifestation d'intérêt a été publié le 15 septembre et que nous invitons l'ensemble des territoires qui souhaitent se lancer dans cette belle aventure à déposer leur candidature au plus tard le 30 octobre. Donc nous sommes le 11, je crois, il reste 19 jours pour peaufiner le dossier. La sélection des préfigurateurs devant être annoncée en décembre, donc on se laisse le mois de novembre pour instruire tout ça. Consulter le comité d'orientation et de suivi et soumettre les propositions à la ministre. Au-delà, pourquoi des territoires préfigurateurs? Je pense que vu de la fenêtre de la CNSA, et à la lumière aussi du mode d'emploi de nos relations avec les agences régionales de santé, les conseils départementaux que nous avons voulu formaliser dans un cadre de coopération qui met la question de la territorialisation au centre, il était absolument inenvisageable d'imaginer de travailler un cahier des charges sans les acteurs qui aujourd'hui sont déjà embarqués dans des démarches qui, d'une certaine manière, ont contribué à nourrir les travaux de Dominique Libault, nourrir cette réflexion et faire émerger cette idée de service public territorial. Parce que le rapport, il a l'immense mérite de pouvoir synthétiser, modéliser, puis faire envie. Mais si cette idée, elle a émergé aussi à partir de différentes tentatives et de la sédimentation de dispositifs. Donc, pour être fidèle, me semble-t-il, à la fois à la promesse de la branche de travailler en mettant la territorialisation au cœur de son action, fidèle à la conception d'un service qui part des besoins des personnes et des professionnels, il était juste inenvisageable de se dire on va concevoir le cahier des charges et les outils nécessaires là-haut dans notre tour d'ivoire national sans travailler avec les acteurs. Donc les territoires préfigurateurs, ils ont deux missions centrales. Un, nourrir les travaux des groupes de travail autour du cahier des charges un peu global et puis les différentes ramifications pour consolider en fait ce qu'on attend sur les différents blocs de mission. Donc nourrir, c'est la construction de ces outils nationaux, de leur expérience et de leur vécu à date. Et une fois qu'on va avoir avancé dans la formalisation de ces outils, pouvoir les tester aussi, parce que notre objectif, c'est de choisir des territoires qui, par définition, représenteront une diversité de réalités géographiques, démographiques, d'organisation, et avec des territoires qui sont déjà suffisamment avancés dans la coordination pour qu'on puisse aller plus vite, mais dont on sait que, par définition, ils n'embrasseront pas tous de la même manière les 4 blocs de mission. Donc certains seront très avancés sur cette orientation accompagnement, d'autres auront déjà commencé à réfléchir à la prévention, d'autres auront mis le paquet sur d'une certaine manière peut-être la gestion des cas complexes et l'accompagnement à la mise en œuvre effective. Ce qui sera intéressant, c'est que tous ils puissent tester
j'allais dire, le cahier des charges, les outils qui viseront à embarquer les 4 missions pour que sur les missions qu'ils traitent moins bien, chacun les uns les autres, ils puissent nous dire si ces outils sont efficaces. Donc, ils sont des contributeurs à la conception des outils et ce sont aussi des territoires qui vont s'engager dans le test, qui vont nous aider à améliorer le produit, j'allais dire, au fil de l'année qui s'ouvre. Et donc, c'est aussi des territoires qui vont s'engager à passer beaucoup de temps avec nous et sur ce sujet, parce qu'un an pour faire tout ce travail, c'est extrêmement court. Alors, je me tourne vers la Seine-et-Marne. Sur vos territoires, Sylvie Lenné, est-ce que vous allez postuler ? Alors moi, à titre personnel, non, mais mon département a fait le choix de postuler. Donc, et deuxième question, qu'est-ce qui est attendu alors localement précisément ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui est attendu de l'expérimentation là, de cette préfiguration ? Alors, deux niveaux. Au niveau de la Seine-et-Marne, pour le coup, il y a eu un choix qui a été fait de postuler. On sera ou pas retenu dans les 10 parce que je pense qu'il y aura plus de 10 candidatures. Enfin, déjà au niveau national, je suis quasi sûr qu'il y aura plus de 10 candidatures. Donc, l'idée, c'est que de toute façon, et je pense que c'est une attente nationale, c'est de dire même s'il y a des préfigurateurs qui sont retenus, pas retenus, il faudra quand même arriver probablement avec ces préfigurateurs et ce groupe de préfigurateurs à ne pas casser les dynamiques enclenchées et se dire que même parmi les 30 ou 40 qui vont postuler, imaginons que cette dynamique puisse continuer durant cette année. Donc ça, je pense que c'est une attente. Ce qui est attendu, c'est ce cahier des charges SOC. C'est une immense ambition, c'est d'arriver à se dire qu'on arrive à dupliquer en fait ce cahier des charges sur l'ensemble des départements, y compris sur des départements qui sont aujourd'hui encore loin de la cible attendue. Et ça va être pas facile. Je pense que c'est un boulot pour les préfigurateurs qui va pas être simple. C'est d'arriver à se dire on a un socle commun en France et tous les départements, quel que soit le département, auront à minimum ce socle commun. Ce que vous disiez par exemple sur les attendus des usagers, c'est tout à fait ça. Ça, c'est pas simple. Moi, j'attends sur ce groupe des préfigurateurs, un peu comme il y a pu avoir avec le PAERPA, c'est ce collectif, cette dynamique qui donne envie. Moi, je pense qu'il faut vraiment arriver à se dire c'est possible. Quelles sont les bases ? Qu'est-ce qui est duplicable ? Qu'est-ce qui n'est pas duplicable ? Quelles sont les... J'ai pas envie de dire les bonnes et mauvaises organisations. J'ai envie de dire quel est le socle en fait commun d'organisation minimum pour que ça puisse être un facteur de réussite sur les départements. D'accord. Et quel est le calendrier ? Alors donc ils vont être désignés en décembre. Par la suite, ces préfigurateurs vont être expérimentés et quand la généralisation, si généralisation il doit y avoir, doit-elle être décidée ? Normalement, dans le calendrier actuel, la généralisation, c'est en 2025. Donc, il y a une année de préfiguration pour une généralisation en 2025. Voilà, c'est une ambition. Comme disait Virginie, c'est très court pour ce genre de mutation culturelle, quand même si, encore une fois, il y a des territoires qui sont très matures, mais c'est quand même une grosse mutation. C'est ce qu'il y a dans le projet de loi au Parlement. Tant qu'il n'est pas voté définitivement, il peut y avoir encore des évolutions. Voilà, mais actuellement, c'est l'ambition collective qu'on se donne. Et on a une question qu'on avait évoquée pour préparer cette session qui est sur les conditions de réussite d'une telle opération, les conditions de réussite de l'expérimentation, mais plus largement, au-delà même de la seule expérimentation, des seuls préfigurateurs, pour que ce système fonctionne, quelles sont les barrières qu'il faut dépasser et quels sont peut-être les moyens qu'il faut débloquer ? Alors ça, c'est vraiment une question essentielle, les conditions des réussites, et du reste, moi j'attends aussi des préfigurations qu'elles nous renseignent beaucoup sur les leviers, les freins, et qu'on voit voilà, comment aider l'ensemble des territoires à lever les freins et à mieux utiliser les leviers qui sont identifiés par certains territoires. Des dialogues avec les uns les autres, mais là aussi je mets ça pour notre discussion, mais des dialogues, il y a 2 ou 3 éléments qui reviennent très régulièrement. Les formations des personnels, des institutions, quoi. Mais c'est aussi des professionnels, et c'est 2 sujets différents et complémentaires. Il est très frappant, quand on commence à travailler sur ce type de sujet, de voir combien les agents des institutions ou les professionnels de santé sociale savent mal ce que font les autres. Qu'est-ce que font les autres ? Ils ont des représentations, mais qui sont quelquefois
métamorphose, et puis ils ne connaissent pas forcément aussi les contraintes et les conditions de travail des uns et des autres. Donc voilà, apprendre à se connaître, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment un sujet fondamental. Du reste, quand on va être sur donc aussi les solutions concrètes à mettre en place, il y a quelque chose qui est important, c'est la connaissance de l'offre sur un territoire. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intervenants, ça bouge d'ailleurs, c'est varié. Comment on arrive à partager cette connaissance de l'offre? C'est un vrai sujet. Ça fait partie pour moi des conditions certainement à mettre en place. Et plus largement, reviennent assez régulièrement et assez logiquement les questions de comment on communique les uns avec les autres, c'est-à-dire des questions système d'information. Comment on peut échanger, évidemment plutôt de façon sécurisée, dans le respect des données personnelles, etc. Donc voilà, ces questions-là reviennent très régulièrement comme des outils, des conditions pour que cela fonctionne. Mais voilà, il y en a évidemment d'autres, mais c'est sans doute celles qui, me semble-t-il, reviennent le plus souvent. Les conditions de la réussite, alors, Virginie Magnan? Déjà, donc, toutes celles que vient de citer Dominique Libault, j'abonde. Je trouve que, là encore, je veux souligner le fait que cette réforme, elle a un certain nombre de faits autour de son berceau ou de facteurs de réussite qui tiennent au calendrier et au fait qu'on réfléchit à structurer ce service public, à outiller les professionnels. Après, qu'il y a beaucoup d'investissements, de conception et de réalisation qui ont été opérés, par exemple, autour de la feuille de route du numérique en santé, que la question des SI parcours, la rénovation du répertoire opérationnel de ressources qui a vocation à rendre plus visible une offre globale de santé médico-sociale, mais aussi sociale. Voilà, c'est en train d'émerger, ça sera disponible, ça va être un acquis demain pour ces professionnels du service public départemental. Le déploiement de la messagerie sécurisée en santé, etc. On a des solutions qui existent, sont en train de se consolider ou seront disponibles en tout cas au moment où va se constituer, se structurer ce service public départemental. Donc ça, c'est les bonnes faits, c'est la conjonction et ça fera partie des conditions de réussite, me semble-t-il. Je voudrais peut-être compléter en disant qu'il y a une condition un peu méta et une condition plus finale et celle des usagers. Le méta, je pense qu'il ne faut pas se le cacher, c'est une volonté politique. Donc il y a une volonté politique nationale telle qu'elle ressort de l'inscription de cet objectif de garantir un socle minimum de qualité dans une loi. Il est évidemment nécessaire que cette volonté politique nationale, elle trouve un écho dans une volonté politique territoriale. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me réjouis du très fort investissement des représentants des conseils départementaux au conseil de la CNSA autour de cette question. Voilà, le positionnement du vice-président du conseil représentant le collège des départements, Philippe Pichery, mais aussi Olivier Reichfou, Stéphane Soulier, le positionnement public de Départements de France. Pour moi, c'est fort parce que ce service, il ne peut pas se structurer sans que le chef de file de l'action sociale, il ait envie de s'engager sur cette qualité de service. Et il a envie de s'engager en partageant la philosophie d'un service public départemental, c'est-à-dire, comme on l'a dit précédemment, qui embarque nécessairement une pluralité d'acteurs vis-à-vis desquels il n'a pas nécessairement de relations hiérarchiques, mais donc qu'il a envie de promouvoir une organisation et de participer à la structuration d'une organisation efficiente pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Voilà, donc ça nous dépasse un peu collectivement, mais en tout cas, la structuration de la branche, la gouvernance de la Caisse nationale qui fait une place importante au conseil départementaux peut aider à susciter encore, s'il était besoin, cette volonté politique territoriale qui est indispensable. Et puis, il y a aussi une condition de réussite qui sera notre capacité collective, notre capacité au national à outiller les acteurs du territoire et la capacité des acteurs territoriaux avancés sur l'aller vers
le repérage des personnes qui sont complètement hors radar. Voilà, on a le parcours du combattant, des personnes qui s'identifient elles-mêmes comme ayant un besoin et puis en tâtonnant vont trouver un début de réponse et voilà, elles vont rentrer. Mais il y a aussi des personnes, et c'est vrai aussi bien dans le champ de l'âge que du handicap, vraiment dont on sait de sources sûres qu'elles auraient besoin d'accéder à ces droits et prestations, mais dont chaque acteur dans le territoire a le sentiment qu'elles passent sous le radar. Et donc, comment on va s'outiller, de quelles données demain on va pouvoir disposer pour se dire « Ah, mais là, sur telle maille territoriale, il doit y avoir des personnes, comment on va aller les chercher ?» C'est un défi. Moi, je suis par exemple très impressionnée par les travaux qui ont pu être menés autour de l'étude RICH ou FICH, c'est-à-dire la capacité à repérer dans les données du SNDS et les données de la CNAM des personnes qui pourraient relever ou bien de situations de handicap ou de perte d'autonomie pour se dire « Ah, mais eh ben, ces personnes qui sont repérées par les algorithmes parce qu'elles ont des besoins de santé qui nous semblent appeler des prestations ou des droits, est-ce que quand on compare ces populations à risque, on va dire, de perte d'autonomie aux besoins de soutien à l'autonomie, et puis les personnes qu'on connaît sur les territoires en croisant nos fichiers, est-ce qu'on les retrouve? Ça, c'est des études qui me paraissent hyper prometteuses. Il faudra que les professionnels de terrain ils puissent rentrer dans cette logique d'analyse de risque pour chacun, avec sa responsabilité populationnelle, se mobiliser pour aller chercher ceux qui sont aujourd'hui invisibles. Sylvie, alors les conditions de la réussite, de votre point de vue? Je vais compléter. Si vous dites le contraire des autres, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mais oui, une volonté politique. J'irai un peu plus loin, mais on en a largement, lors des groupes de travail, échangé avec Dominique Libaud, une vraie gouvernance partagée, conseil départemental ARS. C'est un des enjeux des territoires et de réussite, en fait, pour moi, sur la mise en place des futurs SPDA. Ça va au-delà d'une simple volonté politique. Il faut que ça soit très opérationnel pour que, finalement, les acteurs s'y retrouvent. Un vrai enjeu aussi, c'est il y aura sûrement des diagnostics territoriaux qui vont être réalisés. Il faudra vraiment arriver à avoir cette reconnaissance, en fait, plutôt que de recréer des choses, vraiment cette reconnaissance et cette analyse fine par territoire, déjà des services déjà existants. Je vous rejoins sur le partage d'informations, je serai moins optimiste que vous, mais en tout cas, je pense que c'est un énorme chantier. Il est nécessaire. On ne peut pas en fait arriver à, très concrètement, un usager qui se présente dans nos services, si on veut lui apporter une réponse globale et pas silotée, il faut que nos systèmes d'information ne soient plus silotés. Aujourd'hui, c'est pour nous, alors c'est plus pour l'usager, maintenant c'est vraiment pour le professionnel, c'est un parcours du combattant qui va au-delà du SI. Je pense que c'est aussi une culture sur le partage d'informations, c'est vraiment une culture qui passera par la formation, l'information. On est encore sur de la rétention d'informations alors que les textes de loi ont évolué ces dernières années. Donc ça, c'est vraiment une culture. Et puis, mais vous l'évoquiez dans votre rapport à un moment donné de mémoire, je suis intimement convaincue qu'il faudra aussi coupler en fait cette mise en place du service par une réflexion aussi sur l'offre. En fait, je ne pense pas qu'on puisse coordonner des offres qui n'existent pas ou coordonner des offres qui sont trop nombreuses. En tout cas, il y aura cette réflexion, à mon avis, à avoir à un moment donné et le coupler avec, pour que ça soit aussi un facteur de réussite, un SPDA avec une offre pas pensée. Enfin, c'est pas forcément très efficient. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je fais une petite pub et je vous passe la parole. Oui. Mais la petite pub, elle est obligatoire. C'est de dire que nos participants peuvent flasher un QR code qui leur permet d'avoir une attestation de suivi et d'évaluer nos 3 participants en mettant une excellente note à chacun des 3. Oui, ce que je voulais dire sur ce sujet des conditions, enfin, moi, je dirais il y a 2 écueils, parce que voir les écueils dans cette démarche, c'est pas une démarche si facile que ça. Donc bon, on le comprend. Donc il y a plusieurs écueils, j'en cite 2, et puis une chance quand même que je veux évoquer. Donc les écueils, bon, ça serait si on tombe sur la grand-messe, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, si on tombe sur un truc, il faut le faire parce qu'on s'avait dit, parce que les lois.
tout ce qui vient d'être évoqué, c'est pour ça aussi que moi, je tiens à la présence de quelqu'un comme Sylvie Lenné, mais parce que tout ça a été conçu avec des gens qui sont sur le terrain. On voit que c'est du travail de terrain, quoi. En fait, c'est du quotidien. Donc, c'est comment on met en place les conditions pour qu'au quotidien, ça fonctionne. C'est pas le fait de dire on fait une grand-messe et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un des écueils qu'il faut qu'on évite, qu'on se dise tous comment on évite ça. Deuxième écueil, évidemment, c'est un peu malgré tout qu'on retrouve des sujets de territoire. Hein. On dit qu'il faut travailler en commun, donc voilà, il faudra qu'on évite qu'un se dise je suis le grand chef et donc je vais, etc. Non, c'est du partenariat. C'est du partenariat. Et on sait qu'on va tomber sur des gens qui sont beaucoup plus enclins que d'autres, et d'autres, ça va être plus compliqué. Voilà, et donc il faut qu'on le sait. Et comment on va travailler à éviter cet aspect un peu grand chef, effectivement. Non, il faut que ce soit du partenariat. Ça, c'est un peu les deux écueils que je vois. La chance, je tiens à le dire, hein, c'est l'existence de la CNSA. Parce que je vois, il y a d'autres sujets de services publics sur lesquels on veut décloisonner, là, par exemple, sur l'emploi, on est obligé de penser une nouvelle structure, en fait. France Travail, ce qui va être évoqué dans le GDPS, c'est d'une certaine manière un peu le même sujet, comment je décloisonne, et on est obligé de recréer une entité. Donc là, on a la CNSA qui, dans sa vocation, et Virginie l'a évoqué, et dans sa gouvernance, il y a les différentes entités qui vont être donc sur le terrain à la manœuvre. Et donc ça, c'est une chance énorme, hein, d'avoir ça. Et je pense que ça va nous faciliter les choses. Et puis deuxièmement, c'est l'engagement, hein, de toute la CNSA sur ce sujet, parce que ça, je pense que vraiment, c'est une chance énorme pour ce projet. 5 minutes, 3 questions que j'ai repérées. Une réponse sera très courte. Il s'agit de rassurer un de nos interlocuteurs qui travaille probablement dans une CARSAT et qui nous demande si le service Action sociale retraite des CARSAT sera impliqué. Oui, j'ai évoqué pour ça. J'ai voulu précéder tout à l'heure. Je l'ai dit. Hein, évidemment, la branche vieillesse est impliquée dans ce sujet. Frédéric Garlot participe. Renaud Villard est même venu une première fois. Donc au comité. Ils sont tout à fait présents et partant sur ce sujet. Je signale un sujet parmi beaucoup d'autres, hein, mais on parle de la gestion des droits. Il y a la question des évaluations et de la reconnaissance mutuelle des évaluations. Sujet bien identifié, qui est là aussi dans la loi depuis X temps. Dans certains territoires, ça marche très bien. Dans la reconnaissance mutuelle des évaluations, dans d'autres, beaucoup moins bien. Et c'est évident que pour les personnes, devoir refaire des évaluations parce que c'est la CARSAT qui est venue et qui vous dit non, je ne suis pas GIR 5 ou 6, mais GIR 4, et que donc vous êtes dans le département, et si on doit refaire, évidemment, c'est à la fois du temps perdu, de l'argent public perdu aussi dans les évaluations et de l'efficacité. Bon, voilà, c'est ne serait-ce que ce sujet bête des évaluations, de la reconnaissance mutuelle des évaluations, c'est un sujet fort entre la CARSAT et donc le département. Mais comme on parle prévention, on sait aussi l'implication de l'Action sociale vieillesse sur les sujets prévention. Ils sont très présents dans la conférence des financeurs de la prévention ils appuient beaucoup des démarches dites ICOP, hein, qui font partie aussi. Il y a la généralisation est prévue dans la loi Bien vieillir, qu'on a évoqué moi-même et Virginie. Oui, bien sûr, la branche vieillesse est partie prenante, évidemment, au service public territorial de l'autonomie. Bon, c'était la question qui appelait la réponse la plus courte, qui était oui, de les rassurer. Maintenant, j'ai 2 autres questions en peu de temps. La première, c'est sur l'approche populationnelle interbranche, interorganisme, puisque à la fois dans un des propos de Virginie, il y avait le mot populationnel, puisqu'il apparaît dans plusieurs questions. Est-ce que l'on peut dire que ce service public territorial départemental de l'autonomie, c'est une approche populationnelle interbranche, interorganisme ? Virginie est là en train de lever les yeux, c'est elle qui a employé le mot populationnel. Mais là... Parce que c'est un mot mais moi j'ai beaucoup employé, hein, donc quand je veux dire il est en vogue, mais c'est pas du tout péjoratif, mais il commence à être de plus en plus utilisé, hein, dans la sécurité sociale, la coche famille et tout ça. Oui, moi je porte, et notamment sur l'aspect prévention, mais pas sur l'ensemble aussi, populationnel, on pourrait le dire sur plusieurs plans. On n'a pas beaucoup parlé des situations complexes, et la DAC elle va s'occuper plutôt des situations complexes, mais demain le service public territorial d'autonomie, il doit
s'occuper finalement de l'ensemble des personnes qui sont dans ce sujet, y compris qui peuvent entrer dans ce parcours d'autonomie, donc la prévention, qui sont avant. Alors, quand on fait des présentations, on utilise très souvent la pyramide de Kaiser, en montrant effectivement comment on doit s'occuper d'une population de l'autonomie avec la prévention au départ, et puis ensuite l'accompagnement. Bon, oui, il faut s'occuper, donc c'est une vision populationnelle, et notamment sur la prévention, le sujet, ça va être effectivement le aller vers. C'est comment, Virginie évoquait des algorithmes qui peuvent permettre de repérer effectivement des populations qui pourraient... bon, oui, c'est exactement, certainement le genre d'éléments qu'il faudrait avoir. Je pense que c'est un des sujets du groupe de travail prévention, c'est définir à quel point on est dans ce cahier des charges populationnel. Par exemple, mais pour moi c'est un exemple, je ne veux pas le dire, mais quand je parlais de repérage de la fragilité type ICOP, on pourrait facilement imaginer que dans le cahier des charges de la prévention, il y ait qu'au moins 50% de la population précaire, ou 70%, doit faire l'objet d'un repérage dans les 3 ans qui suivent la mise en œuvre du service public territorial de l'autonomie. C'est pour moi l'exemple, le type d'exemple qu'on pourrait avoir et qui porterait cette démarche populationnelle. Et ultime question, non pas en général, mais de notre session, c'est sur les mutualisations, fusions qui seraient envisageables. Car si on veut simplifier, unifier, par exemple, est-il prévu des rapprochements, mutualisations de plateformes téléphoniques, de systèmes d'information, lorsque on évoque ce service public territorial de l'autonomie? Alors, merci de la question, parce que j'ai évoqué le cahier des charges national. Il y a un deuxième point qui est très important à évoquer, c'est qu'en revanche, on ne sera pas prescriptif au niveau national sur les modes d'organisation locaux. C'est-à-dire qu'on souhaite laisser aux acteurs ensuite, au sein d'une conférence territoriale d'autonomie présidée par le président du conseil départemental avec l'ARS, le soin de voir si les organisations telles qu'elles sont présentes permettent de répondre totalement et qu'il n'y a pas besoin de revoir les choses, ou s'il y a des adaptations qui sont souhaitables et nécessaires. Et ça, on ne souhaite pas avoir, ça je le porte vraiment, l'idée que y ait une organisation type, et que dire vous devez tous vous configurer. Ça ne marchera pas, de toute façon ça ne marche jamais, ce genre de choses. Donc, et je pense que c'est pas bien. Donc la réponse, elle sera dans la main des acteurs. Je pense, ça a été dit que beaucoup d'acteurs sont un peu fatigués de réorganisation, fusion et tout ça. Hein. Donc, il y en a déjà eu beaucoup. Donc, c'est pas l'objectif en soi. Si on peut faire avec les structures telles qu'elles existent et en simplement faisant qu'elles travaillent mieux ensemble, ça peut être très bien. Mais il se peut aussi que dans certains cas, certaines évolutions soient aussi souhaitables. Donc, ça, c'est possible. Mais voilà, on ne souhaite pas décider au niveau national de ces éventuelles réorganisation qui pourrait intervenir suite à la mise en place du SPTA. Alors, nous n'avons plus de temps, mais on peut quand même conclure. On va prendre une échelle, j'improvise, une échelle qui va de 1 à 10. 1, rien, 10, beaucoup. Sur cette échelle de 1 à 10, lorsque le SPTA sera en place, la vie des gens sera améliorée. Donc, de 1 à 10, vous mettez quoi ? Ah, bah oui, on peut dire, oui, mais là, il faut y aller. Non, mais je vais botter en touche. Même en développant un peu. Oui, mais en développant. Mais synthétiquement. Ouais. Je dirais presque quelquefois, les gens, parce que je me suis dit aussi, est-ce qu'on va faire des questionnaires de satisfaction, ce qu'on voit. Mais à la limite, le mieux, c'est qu'ils s'en aperçoivent pas presque, que ça soit simple, parce que le sujet, c'est j'entre dans ces parcours. Bon. Enfin voilà, c'est une vraie question de savoir comment on va mesurer et tout ça. Mais moi, sur les personnes âgées, sans oublier le sujet du handicap qui est très important, mais sur les personnes âgées, je redis aussi qu'on va avoir face à un afflux très important. Et j'avoue que moi, je suis persuadé que si on ne met pas en place ce type d'organisation, on aura des détériorations très fortes du service rendu aux personnes. Donc, c'est aussi prévoir la capacité de faire face à des demandes beaucoup plus fortes. Ensuite, voilà, j'espère effectivement que les usagers et les aidants, hein, donc les usagers, n'oublions pas les aidants, sont aussi très importants dans ce sujet, ils verront, mais d'une certaine manière, il faudrait que la complexité de tous nos dispositifs leur devienne un peu invisible, quoi. Le jour où ils diront, oh ben finalement c'est simple, ah ben ça on aura gagné, ouais. Alors de 1 à 10, pour botter en touche.
Moi, je suis toujours hyper volontariste, donc je vais dire 10, Très évidemment. Et dans les indicateurs, je dirais réduire, faire en sorte que les démarches liées à la perte d'autonomie ou à la diminution d'autonomie, les démarches liées à l'âge ou handicap, ne soient plus. Pas mal. C'est pas 9,5, je mettrais 8, hein, mais c'est plus parce que je suis une optimiste aussi, mais je considère qu'on peut toujours s'améliorer. Je suis intimement convaincue que ça passera par travailler l'évaluation du service rendu, malgré tout. Il faudra qu'on arrive alors ça rejoint votre baromètre, mais en tout cas, cette évaluation, elle est capitale, elle est hyper compliquée. On essaye de la mettre en œuvre. Hein. Aujourd'hui, on a des démarches d'évaluation du service rendu. C'est assez nouveau hein, dans les dispositifs d'appui, d'évaluer en fait ce que le professionnel et l'usager pensent de notre service. Mais je pense qu'il faudra passer par ça pour arriver à s'améliorer et continuer à s'améliorer pour que ce service soit vraiment réel. Et ça passera, si on veut que les baromètres diminuent, par aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, garantir hein, ce service. Parce que très franchement, le nombre de personnes qui ont des droits ouverts, je le redis, et qui n'ont pas l'effectivité des droits, et donc on retrouve sans effectivité des droits, est important. Et ça, il faudra qu'on arrive à le diminuer. Enfin, c'est vraiment capital. Hormis vraiment quand ils ne veulent pas les mettre en œuvre, ça c'est encore autre chose hein, dans la démarche. Mais là, on voit très bien qu'il y a des difficultés d'accompagnement qu'il va falloir. C'est vraiment au-delà en fait du service public TETOT. Bien, bonne nouvelle, nous allons progresser. Merci beaucoup. Merci à nos 3 participants que vous pouvez donc applaudir derrière votre écran de façon collective. Nous entendons de loin retentir ce tonnerre d'applaudissements. Et nous nous retrouvons, nous, demain à 11 h pour une séquence sur un gros dossier aussi, celui de la solidarité à la source. Bonne soirée.